Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour ce Journal Club cet après-midi. Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Bénédicte Aldebert, professeur à la Faculté d'économie et de gestion d'Aix-Marseille Université et membre du CERGAM, le Centre d'études et de recherche en gestion d'Aix-Marseille. Donc, le travaux de Bénédicte portent sur l'entrepreneuriat et l'innovation, avec des recherches qui couvrent à la fois les très petites entreprises, les incubateurs publics et les ventures deep tech. Elle s'intéresse particulièrement à la légitimité entrepreneuriale, aux relations entre startups et grands groupes, et aux mécanismes par lesquels les jeunes pousses deep tech construisent crédibilité et reconnaissance au sein de leur écosystème. Donc aujourd'hui, elle va nous parler justement de cette question de la légitimité entrepreneuriale comme ressource stratégique pour la survie et le développement des projets innovants. Et je suis aussi très heureuse de l'accueillir puisqu'elle est la coordinatrice du projet ANR EcoCare pour lequel l'ADOC est partenaire. C'est un projet sur les effets des instruments de politique publique type tech sur la trajectoire des jeunes chercheurs. Donc, chez ZADOC, c'est avec Sophie, Eva, Mathieu, on collabore déjà avec Bénédicte dans ce cadre et on va continuer à travailler ensemble pendant les 4 prochaines années, ce qui est franchement une très belle perspective et, puisque c'est une collaboration qu'on apprécie beaucoup. Et je suis aussi ravie que nos collègues à l'ADOC puissent enfin mettre un visage sur ce nom. Voilà, donc je m'arrête ici. Bénédicte, merci encore d'être avec nous et je te laisse la parole. Merci beaucoup Télé, merci à tous et à toutes d'être là. Je vais mettre un petit chronomètre, comme ça je vais essayer de garder un timing raisonnable, même si j'ai prévu beaucoup de choses, très certainement trop de choses, mais vous m'arrêterez. N'hésitez absolument pas. Donc, merci beaucoup Télé. Effectivement, tu as fait la présentation, donc c'est parfait. Je suis aussi ravie de pouvoir travailler avec ADOC sur ce très, très beau projet EcoCare. Et sans plus tarder, comme vous vous en doutez, je vais vous parler, moi, aujourd'hui, de légitimité. Donc, j'étudie la légitimité depuis une dizaine d'années avec le travail d'un de mes doctorants, Ali Godz, qui a étudié l'internationalisation des startups et il travaillait sur les facteurs de succès et d'échec des jeunes startups qui s'internationalisaient. Et parmi les facteurs qu'il a pu mobiliser, qu'il a pu voir, il a mis le doigt sur le facteur légitimité. Et du coup, on a tiré un peu la ficelle de cette question, de ce concept. Et petit à petit, on s'est spécialisé depuis une dizaine d'années, puisque je suis directrice d'une chaire de recherche sur la légitimité entrepreneuriale. Et donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ça va être quand même un peu une restitution de ce que l'on sait de la légitimité. Parce que vous allez très vite vous en rendre compte, c'est un concept qui est étudié par de très nombreuses disciplines. On a une littérature qui est vraiment très riche, qui aborde ce concept de plein de manières différentes et de plein de facettes différentes. Et très honnêtement, sur le début de notre recherche sur la légitimité, ça nous a apporté beaucoup plus de confusion que d'éclairage sur ce qu'était vraiment la légitimité. Et plus on avançait, plus on avait des questions. Néanmoins, je vais essayer aujourd'hui de vous présenter un peu les réponses satisfaisantes ou quelques réponses qui nous satisfont à peu près pour le moment. Sur lesquels on a pu travailler. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est à la fois donc, des travaux, une grosse partie des travaux que j'ai menés, mais vraiment avec mon équipe de recherche au sein de la chaire. Pour commencer, je voulais, en guise d'introduction, et aussi pour vous dire pourquoi finalement étudier la légitimité dans nos champs de recherche me semble important. Je voulais commencer avec une simple illustration pour vous dire, et en fait la réponse ça va être à travers cette illustration de pourquoi s'intéresser à la légitimité, et notamment la légitimité entrepreneuriale.
Alors, vous connaissez peut-être Theranos, vous en avez peut-être entendu parler, et notamment Elizabeth Holmes, qui est ici sur la photo. Et Elizabeth Holmes a pu lever plus d'1 milliard de dollars pour une technologie qui ne marchait pas. Alors, on va se dire, pourquoi est-ce qu'elle a réussi à obtenir des fonds pour une technologie qui ne marchait pas, mais qui ne marchait pas depuis le début et tout au long de son process. Elle a envoyé des signaux qui ont été mal interprétés ou qui étaient faux, mais en tous les cas, elle a envoyé des signaux qui ont donné confiance. Et pourtant, la preuve de la technologie n'était jamais là. Donc, pour vous raconter très rapidement la petite histoire de Elizabeth Holmes, elle a étudié à Stanford. Elle était considérée comme la Steve Jobs au féminin de la Silicon Valley. Elle était très charismatique dans ses présentations pour le projet Theranos. Et Theranos, c'est une technologie assez incroyable puisque ça permettait de diagnostiquer jusqu'à 240 maladies allant du cholestérol jusqu'au cancer. Donc ça, c'était la promesse, avec uniquement une goutte de sang que vous preniez de votre doigt. Donc, si vous voulez, la promesse fait rêver et il y en a plus d'un qui ont rêvé là-dessus. Elle a aussi réussi à s'entourer de politiques, d'entrepreneurs, d'investisseurs à succès. Elle a réussi à convaincre le capital venture de Google d'investir en elle et d'investir dans son entreprise. Et donc voilà, ça montre quand même que la légitimité est une ressource, puisqu'en fait, elle a envoyé des signaux qui donnaient confiance à certaines personnes, et forcément en attirant des personnes qui elles-mêmes étaient reconnues dans leur domaine, et ça a attiré encore plus de personnes autour d'elles. Donc, ce que je voulais vous montrer à travers cet exemple, sachant que la technologie n'a jamais vu le jour, Elizabeth Holmes est en prison elle a été condamnée à 11 ans de prison. Elle doit rembourser encore 500 millions de dollars à la sortie quand elle aura fini d'être emprisonnée. Et l'idée, c'est vraiment que les clés de succès ou d'échec d'une start-up dépendent pas uniquement de la preuve et des faits que la technologie ou l'innovation peut marcher ou va marcher, mais aussi de facteurs vraiment symboliques qui vont attirer des gens et qui vont donner de la valeur au projet. Et donc, c'est ça la légitimité, et c'est ce sur quoi on va travailler. Et vous comprenez dès lors, à partir de cet exemple-là, et j'ai fait exprès de prendre l'exemple d'une start-up, parce que j'aurais pu vous montrer plein d'autres exemples. L'exemple de Madoff en est un également, mais c'est qu'une start-up, elle n'a pas à son démarrage d'indicateurs de performance solides, puisqu'elle n'a pas de preuve de ce qu'elle a fait. Souvent, elle est sur un marché tout nouveau. Souvent, le produit qu'elle veut vendre n'est pas connu de la part des consommateurs. Donc, il faut pour attirer des ressources, il faut quand même qu'elle donne confiance sur certains éléments qui ne sont pas des indicateurs de performance chiffrés et financiers tels qu'on peut les connaître. Alors, j'ai prévu donc plusieurs parties et on va revenir d'abord sur ce qu'est la légitimité. Les conceptions de la légitimité, je vous ai dit, il y en a vraiment de très grandes formes. Donc, je vous ai listé les principales ici. Donc, pour le domaine de la philosophie, la légitimité, c'est une conformité à un ordre moral. Donc, ordre moral, c'est ce qui est bon ou ce qui est mal, ou un ordre supérieur, par exemple de droit divin, ou un contrat social. Le contrat social, c'est le fait qu'un collectif donne le pouvoir à un État, par exemple, en contrepartie de certaines choses comme de la protection, de la sécurité ou autre. Mais la légitimité, c'est aussi vu dans le domaine de la sociopolitique comme une croyance qui est partagée et acceptée.
Donc là, on voit bien qu'il y a l'effet du collectif et du groupe qui joue pour définir ce qu'est la légitimité. C'est aussi, au sens juridique, une évaluation normative. Donc, c'est très souvent distingué très clairement et très nettement de la légalité. Donc, ce qui est légal peut ne pas être considéré comme légitime, puisque ça ne correspond pas à des normes morales, par exemple. Donc, je vous donne un exemple, une entreprise qui vend des produits très sucrés, elle a le droit de vendre ces produits très sucrés, même si les consommateurs ou des parties de consommateurs estiment que le sucre est mauvais pour la santé, que les médecins estiment que c'est mauvais pour la santé. Et donc, moralement, le fait de manger trop de produits sucrés n'est pas forcément bon pour la santé. Ensuite, la légitimité, c'est en sociologie vu comme un processus d'interaction qui repose sur des signaux. Donc ça fait un peu écho à ce que je vous disais avec la notion sociopolitique. Et enfin, en sociologie des organisations, la légitimité, c'est vu comme une pression institutionnelle. Donc, on se rapproche de plus en plus de mon champ de recherche qui est le management. Donc, je vous amène petit à petit vers ce champ. Donc, quand on parle de pression institutionnelle, on considère les travaux des sociologues des organisations que des entreprises qui sont dans un même secteur d'activité, qui sont en concurrence, petit à petit, il y a une telle pression institutionnelle, une telle pression de répondre aux besoins des consommateurs que petit à petit, elles vont s'imiter les unes les autres. Donc, il y a un effet de mimétisme qui va entraîner que petit à petit, elles vont toutes se ressembler. C'est ce qu'on appelle de l'isomorphisme institutionnel. Donc, elles vont, en se copiant, petit à petit s'uniformiser et de devenir finalement assez ressemblables ou semblables les unes aux autres. Et donc, il y a cette pression finalement institutionnelle qui tend à faire que les entreprises vont avoir le même type de pratiques, vont répondre avec le même type de produits et autres. Donc, vous le voyez bien, les conceptions de la légitimité ont été abordées vraiment de plein de manières différentes. Alors, je ne suis pas remontée jusqu'à la préhistoire, mais si vous lisez Sapiens, il y a plein de notions de légitimité dedans. Et donc, la définition la plus populaire est vraiment que dans mon champ de recherche, le management, c'est cité, quand on étudie la légitimité, il est cité en permanence, c'est la définition de Sussman de 1995, qui dit que la légitimité, c'est une perception ou une présomption généralisée selon laquelle les actions d'une entité sont désirables, appropriées ou conformes au système de normes, de valeurs et de croyances socialement construites. Donc, vous voyez bien que ce que je viens de vous évoquer avec toutes les définitions venant de plein de disciplines différentes sont assez bien regroupées ici. Et donc, Sussman en particulier, il distingue 3 formes de légitimité. Il y a une légitimité morale, ou normative, donc qui ressemble pas mal à celle que je vous ai évoquée dans les conceptions d'avant. Une légitimité cognitive. Alors, quand il parle de légitimité cognitive, c'est une légitimité qui va de soi. Donc, c'est vraiment une légitimité où on ne se pose pas la question de l'existence de l'entité. C'est OK, c'est logique. Je vous donne un exemple. Il y a une vingtaine d'années, quand on partait à l'étranger, on louait un hôtel. C'était courant, il n'y avait pas d'autre manière, ou alors on allait chez des amis, mais la plupart du temps, on allait à l'hôtel. L'arrivée de Airbnb, au début, n'allait pas de soi. C'était pas si évident que ça de louer une partie de son hébergement ou nous-mêmes aller chez quelqu'un que l'on ne connaissait pas pour pouvoir être hébergé quelque part. Et donc, aujourd'hui, vous vous posez probablement plus la question de savoir est-ce que je loue un Airbnb ou est-ce que je prends une chambre d'hôtel. C'est l'un ou l'autre, mais c'est devenu vraiment quelque chose qui va de soi. Une autre forme de légitimité, c'est la légitimité pragmatique. La légitimité pragmatique, c'est lorsque on a un intérêt à ce que l'entité existe. Donc, c'est souvent quand il y a une forme de contrat. En tous les cas, il y a un rapport d'intérêt. Donc, c'est la plus populaire. Je crois qu'elle a plus de 26 000 citations. Donc, vraiment, c'est celle que l'on utilise en permanence.
Alors, je vous ai dit, hein, quand on rentre dans la notion et le concept de légitimité, c'est très confusant au début. Néanmoins, on a de la chance d'avoir eu un très bel article de Sudabi et Al qui a essayé de regrouper toutes les familles, enfin de regrouper tous les travaux sur la légitimité en 3 grandes familles. La première, c'est de voir la légitimité comme une ressource, comme un actif, comme vraiment un objet que l'on peut posséder. Au même titre que on va posséder des ressources financières, la légitimité est une ressource, du coup une ressource stratégique essentielle pour obtenir d'autres ressources. D'accord, c'est une ressource qui nous permet d'en obtenir d'autres. Une deuxième grande famille de travaux, c'est la légitimité vue comme une perception. C'est-à-dire que ce n'est pas ce que fait réellement l'organisation qui compte, mais c'est la perception qu'ont les acteurs sur ce que fait cette organisation. Et vous l'avez bien vu avec l'exemple de Theranos. C'est finalement pas ce que concrètement il est prouvé, mais c'est la perception qu'ont les gens sur ce que fait Theranos. La dernière famille de travaux, c'est une légitimité vue comme un processus. Donc, c'est, étant donné que la légitimité vue comme une ressource est souvent ce que l'on critique dans cette famille-là, c'est que ce sont des travaux un peu statiques. Là, la légitimité comme un processus étudie la légitimité de façon dynamique. Et ces travaux montrent comment elle se construit, elle se maintient, elle peut passer dans des caps de légitimité et d'illégitimité. Vous verrez aussi que souvent la notion de légitimité est souvent prise au sens positif du terme. Et un petit peu moins à contre-pied le sens un peu plus négatif qui est l'illégitimité. Et donc, par rapport à l'ensemble de ces travaux-là, moi, je retiens 3 gaps. Alors, il y en a, bien entendu, il y a des travaux qui font des agendas de recherche qui montrent ce sur quoi on peut travailler par rapport à cette thématique-là. Mais au sein de la chaire, on s'intéresse principalement à 3 grandes questions. La première, c'est le problème de la mesure de la légitimité, étant donné que c'est quand même un facteur ou une ressource, un actif ou une perception, on l'appellera un peu comme on veut, qui est intangible. Il est très compliqué de pouvoir le mesurer. Ensuite, le deuxième point, c'est de comprendre la construction de la légitimité. Comment se construit finalement, comment se passent les interactions entre les acteurs pour pouvoir finalement donner une forme de perception de légitimité d'une entité. Et enfin, la dernière, c'est expliquer les dynamiques de légitimation, parce que dans la légitimité comme processus, les auteurs restent beaucoup sur des modèles théoriques qui ont très rarement été opérationnalisés. Et du coup, on ne sait pas véritablement ce qui permet de passer d'une phase à une autre, qu'est-ce qui fait qu'on est légitime et qu'on ne l'est plus. Et donc, c'est essayer d'expliquer tous ces facteurs. Donc, je commence par la première qui va être la plus importante parce que c'est un gros travail de la chaire, c'est comment mesurer la légitimité. Du coup, s'il y a un chiffre que vous pourriez retenir, c'est les 30 premiers mois. Donc, un de nos points de départ pour étudier la mesure, comment est-ce qu'on mesure la légitimité, ça a été, donc le point de départ, ça a été un article de Delmar et Scott Shane qui ont étudié la légitimité sur 260 entreprises suédoises et qui nous indiquent leurs résultats, présentent que les entreprises, les startups qui font attention à leur légitimité sur les 30 premiers mois de leur création, ce sont celles qui ont le plus de chances de réussir à long terme. Et en creusant ce papier, la question de la mesure est un petit peu discutable. Et en creusant tous les types de mesures ou les papiers qui portaient sur la légitimité, et quand on creusait vraiment la notion de mesure, on s'apercevait que autant de définitions différentes qui existent, il existe autant de mesures très différentes de la légitimité. Certains le mesuraient d'un point de vue plutôt sociopolitique à partir de l'obéissance, de l'approbation. D'autres, c'est la réputation, plutôt en marketing. D'autres utilisent le nombre de brevets. Je pourrais vous en citer des dizaines et des dizaines, et on s'est dit qu'il y avait un problème, c'est que la légitimité,
étaient finalement mesurés par d'autres concepts et qu'il n'existait pas de mesure qui était appropriée et faite vraiment pour ce concept de légitimité. Du coup, on s'est associé avec un chercheur qui s'appelle Eric Schoon, qui a, lui, conçu une nouvelle conceptualisation de la légitimité. Donc, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a regardé toutes les définitions qui existaient de la légitimité. Il en est venu au même constat que celui que je viens de vous faire sur le fait que les définitions étaient vraiment très diverses et variées. Et lui, il s'est plutôt posé la question de quel est le point commun de toutes ces définitions. Et il a, du coup, créé une nouvelle conceptualisation qui est la suivante. La légitimité, systématiquement, il y a une dyade. C'est-à-dire qu'il y a un objet qui est évalué et il y a des évaluateurs. Donc, nous, on parle d'audience pour les évaluateurs. Et là, je vous ai mis start-up, puisque en management, et en l'occurrence, on étudie principalement les startups. Donc, en fait, il part vraiment du principe par rapport à l'ensemble des définitions et les points communs qu'il y a, c'est qu'il y a vraiment une start-up qui est évaluée et des audiences qui évaluent. Et donc, sa conceptualisation, c'est de se dire il existe une relation entre les audiences et la start-up. Dans cette relation, il y a un sentiment, c'est-à-dire que les audiences, qui sont en général diverses et variées, et la plupart des travaux se concentrent que sur une audience, parce qu'il est difficile de repérer tous les groupes d'audience. Ces audiences, elles ont des sentiments dans la relation vis-à-vis de la start-up. Ensuite, les audiences, elles ont des attentes, c'est-à-dire, on en a parlé tout à l'heure avec la définition de Sussman, les audiences, elles vont avoir des attentes morales, des attentes d'intérêt, des attentes différentes, cognitives, organisationnelles, par rapport à la relation et par rapport à l'objet qu'elles évaluent. Et enfin, vous l'avez entendu très certainement avec la définition de Sussman, c'est qu'il y a une notion de conformité. C'est-à-dire que la légitimité, c'est se conformer, finalement, se conformer aux attentes des audiences. Et donc, ce modèle et cette nouvelle conceptualisation a été vraiment un point de départ pour nous, pour créer une nouvelle mesure sur la base des travaux de Eric Schoon. Donc, je ne vais pas rentrer, parce que je vois que le temps tourne, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si vous voulez qu'un jour, on reparle vraiment de cette notion vraiment cœur de mesure, bien volontiers. Mais tout ça pour vous dire que, du coup, le travail de reconceptualisation de Eric Schoon nous a permis de décomposer la légitimité et de proposer une mesure qui serait propre à la légitimité, basée sur une mesure des attentes, une mesure du sentiment avec de l'analyse de sentiment et une mesure de conformité pour être sûr que la start-up, et donc on en revient à la notion de preuve et de technologie telle que l'on a vu avec le Theranos, c'est-à-dire que là, il faudrait que la start-up se conforme véritablement à ce qui est attendu et à ce qu'elle dit aussi, ou les signaux qu'elle envoie et ce qu'elle déclare. Donc, ça nous amène vers une nouvelle mesure que l'on traite actuellement avec plus de 30 000 campagnes de crowdfunding avec Kickstarter. Et ça nous permet de faire tous les tests justement sur cet outil de mesure. Je passe au deuxième point dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était comment se construit la légitimité. Donc, on vient d'aborder assez rapidement la notion de mesure. Là, c'est comment se construit la légitimité. Alors, la légitimité, dans les définitions, assez rapidement, les sociologues nous ont dit que c'était quelque chose de collectif. C'est-à-dire que les audiences, finalement, étaient en interaction les unes avec les autres et se forgeaient une opinion, une perception de l'objet qu'elles devaient évaluer. Encore une fois, si je reprends l'exemple de Theranos, il y avait des politiques vraiment phares, des entrepreneurs, des investisseurs. Ces groupes-là discutaient entre eux et petit à petit se sont donné des signaux positifs pour pouvoir investir dans Theranos et ont attiré d'autres personnes. Donc, il y a bien des sortes de cooptation très clairement, mais des échanges entre les différents groupes d'audience. Et s'il y a pour cette question-là un chiffre que vous pourriez retenir, c'est 0,1 seconde.
donc 0,1 seconde, c'est le temps qu'il faut pour notre cerveau pour se faire une opinion de quelqu'un que l'on rencontre pour la première fois. Donc, c'est vraiment le temps qu'il nous faut pour percevoir, pour juger si cette personne-là, on la sent ou on la sent pas, pour le dire clairement. Donc, un des deuxièmes piliers de travaux que l'on a au sein de la chaire, c'est de comprendre cette construction de légitimité des audiences. Donc là, on a des méthodes aussi un peu spécifiques pour cette question-là qui est plus dans le champ de la perception. Donc, on fait des analyses de représentation sociale. Alors, je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec ces méthode-là, avec des questionnaires d'association libre. Donc, on pose juste une question très simple et les gens qui y répondent doivent en un mot, expression ou 3 mots maximum, dire ce que le mot qu'on lui donne dans la question, à quoi ça lui fait penser. Et donc, du coup, ça enlève tous les filtres de réflexion. Il faut vraiment que dès qu'il voit apparaître le mot, il donne un autre mot un peu en tac au tac. Et la deuxième méthode que l'on a utilisée pour un autre projet, c'est la méthode visuelle projective. Donc, on propose tout simplement des images dans des focus group ou à des individus et ils doivent choisir une image qui représente au mieux le phénomène que l'on veut étudier. Donc, par rapport à ça, on a fait 2 types d'études. La première, c'est une étude sur les écosystèmes entrepreneuriaux à Aix-Marseille. Donc là, on a pris 4 audiences différentes. Donc, audience de l'accompagnement institutionnel, une audience des affaires, ce sont des entrepreneurs, et audience de la connaissance, c'est université, autour de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Et en fait, la question que l'on posait ici, c'était de savoir quelle était, on voulait comprendre la construction de la légitimité de l'écosystème entrepreneurial d'Aix-Marseille à travers ces différentes audiences-là. Un autre travail sur l'image de droite que vous avez, là, ce sont donc c'est l'analyse des représentations sociales avec des nœuds que vous voyez, des noyaux plutôt que vous voyez. Des entrepreneurs, on voulait poser la question de la légitimité des entrepreneurs et on regardait ceux qui étaient restés sur leur marché local et ceux qui étaient partis à l'international. Et donc, on voyait que la légitimité se basait sur des points différents que l'on aille à l'international ou qu'on soit entrepreneur. Donc, les principaux résultats de ces études montrent très clairement que la légitimité, c'est une perception collective, c'est-à-dire qu'il y a des interactions entre les individus dans différentes audiences qui vont nous aider à forger notre opinion de l'entité que l'on a évaluée. Donc, peut-être que pour les sociologues ou ceux qui travaillent en psychologie, c'est évident, mais intégrer ça à notre champ qui est le management et à essayer de comprendre justement comment des opinions individuelles ou des perceptions individuelles construisent des perceptions collectives, c'est pas fréquent puisque c'est pas forcément ce que l'on étudie nous traditionnellement. Donc pour nous c'est quelque chose d'assez nouveau. Donc comme je vous le disais, c'est une perception collective qui se construit par l'interaction entre les individus, entre les pairs, les entrepreneurs, les différentes audiences, et que, évidemment, les résultats dépendent du contexte. On le voit très bien avec les entrepreneurs domestiques et les entrepreneurs internationaux. Pourtant, c'est une base d'entrepreneurs qui se connaissent tous et la variable domestique ou internationale a été étudiée dans les résultats comme variable après. Autre question, donc c'était la troisième que je vous ai évoquée tout à l'heure quand je vous ai parlé des grandes familles de littérature, c'est comment évolue la légitimité dans le temps. Donc là, les travaux nous donnent vraiment des repères théoriques, très clairement. Donc, c'est
assez clair sur les différents types de scénarios par lesquels une jeune entreprise innovante, une start-up qui rentre sur un marché, vraiment les différents scénarios par lesquels elle passe pour construire sa légitimité. Comme je vous l'ai dit, on manque pas mal d'opérationnalisation. Et donc, pour cette question-là, s'il y a un chiffre que vous pourriez retenir, c'est celui de 70%. 70%, c'est le fait que c'est une bonne question. Je ne me rappelle plus pourquoi est-ce que je vous ai mis 70%. Je crois que c'était lié à l'échec des entreprises. Je vais revenir sur mon chiffre de 70% dont l'effet est en train de tomber. Mais du coup, sur l'évolution de la légitimité dans le temps, c'est, comme je vous le disais, principalement des modèles théoriques. Donc, nous, on opérationnalise. Et le point aussi, c'est que la littérature ne nous indique pas ce qui nous permet de passer d'une phase à une autre ou d'un scénario à un autre. Qu'est-ce qui explique que, à un moment donné, il va y avoir une dégradation de la légitimité? Alors, je vous présente là les résultats de travaux assez récents où on a suivi pendant 4 ans un accélérateur public qui était en train de se monter, donc vraiment depuis l'origine, il n'était même pas encore dans les locaux, et on a suivi vraiment pas à pas sa légitimité. Et donc, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'effectivement, il est passé par des montagnes russes un petit peu et par des scénarios différents. Nous, ce que l'on apporte comme nouveauté par rapport au cadre théorique, c'est la première phase que vous avez sur la gauche, le scénario 0, qui est une phase de prélégitimation. C'est-à-dire que dans la littérature, on commence un processus de légitimation vraiment immédiatement à partir du moment où l'entité se crée. Mais en fait, il faut savoir qu'une start-up, avant d'avoir vraiment son statut d'entreprise, elle passe par des phases de construction, de rechercher quand même des partenaires, d'aller chercher des partenaires financiers. Et donc, elle fait de la prélégitimation. Donc, on a vraiment très clairement vu tout la séduction de l'accélérateur en début de phase, même avant de chercher ce que vous avez dans le scénario numéro 1, qui est de gagner de la légitimité. C'est-à-dire qu'à partir de cette phase-là, on est installé, on a identifié des audiences et on va essayer de gagner auprès de certaines audiences de la légitimité. Dans la phase numéro 2, le scénario numéro 2, là, on est plutôt dans une idée de on va essayer de maintenir un cap de croisière, une vitesse de croisière avec la légitimité. Dans le scénario 3, vous le savez bien, c'est souvent ce qu'on appelle le retour de la lune de miel. C'est que là, on commence à voir un petit peu les difficultés et là, on est challengé, on est mis au défi. En tous les cas, l'entreprise est mise au défi par des audiences qui commencent à se retirer un petit peu de l'intérêt qu'ils ont. Et enfin, le dernier scénario, le numéro 4, c'est la réponse. C'est-à-dire qu'on a subi des défis dans la phase d'avant. Et donc, il faut arriver à se repérer et à apporter des réponses. Alors, du coup, nous, là, on apporte la phase, le scénario numéro 1 de prélégitimation qui se prépare avant même qu'on procède vraiment à la légitimité. Et en fait, ce qui nous a permis d'expliquer le passage d'une phase à une autre, on a étudié chacune de ces phases. On a regardé ce que l'accélérateur mettait en place comme mécanisme pour séduire ses audiences. Et on s'est basé sur les travaux d'un auteur qui s'appelle Fisher, Greg Fisher, qui nous dit que, donc lui, il a repéré dans la littérature 3 mécanismes que les entreprises mettaient en place pour draguer leurs audiences. Il peut y avoir un mécanisme identitaire, c'est-à-dire reposer sur son identité, le fait qu'on soit aligné entre nos valeurs, ce que l'on fait, ce que l'on dit. Il y a un mécanisme associatif, c'est qui me fait confiance pour que je puisse attirer d'autres personnes qui font confiance au premier cercle. Et enfin, le dernier, c'est le mécanisme organisationnel, c'est-à-dire quel est le background, quelle est la formation, de quelle école sort le dirigeant de l'entreprise et
est-ce que mon entreprise, elle est apte, elle a la capacité à vraiment atteindre finalement l'objectif qu'elle s'est fixé, et surtout, quelles sont les preuves. Donc, dans ce mécanisme organisationnel, c'est mettre en avant des indicateurs chiffrés, vraiment montrer qu'un produit marche. Vraiment, c'est vraiment cet objet de preuve qui a clairement manqué à Theranos. Et donc, ce que l'on montre en se basant sur ces différents mécanismes, on montre que, effectivement, selon les scénarios et les différentes phases du processus, eh ben, clairement, il y a des combinaisons de mécanismes différents. Et vous voyez aussi dans cette étude sur l'accélérateur que le mécanisme organisationnel, qui est celui vraiment de la preuve et de répondre aux audiences par de la preuve et par des indicateurs chiffrés et des indicateurs de réussite, était un peu plus faible que le fait de jouer sur son identité et sur qui je connais, et donc l'aspect réseau. Nous, l'hypothèse que l'on fait, ou en tous les cas les résultats que l'on fait, c'est vrai, les hypothèses que l'on fait pour des futurs travaux, c'est combien de temps peut-on durer sans mécanisme organisationnel et sans mécanisme de preuve. Donc voilà, ça fait partie des travaux sur lesquels on travaille. Enfin, le dernier point que je voulais aborder, ça permet de reboucler avec la question de départ qui était la légitimité, une ressource stratégique. C'est la question des stratégies de légitimité qu'une entreprise innovante peut mettre en place. Et donc là, je vais plutôt présenter un travail aussi récent. Et là, le chiffre à retenir, et là je m'en rappelle, c'est 10 000. Donc vous savez qu'avec Télé, Sophie, Eva et Mathieu, on travaille sur le projet EcoCare sur les fameuses deep tech. Et donc 10 000, c'est le chiffre. Alors, je vais dire, c'est un chiffre non véritablement officiel, parce que on a beaucoup de mal à savoir exactement le nombre d'entreprises dites deep tech, parce que ce n'est pas un statut particulier. Voilà, il n'y a pas de statistiques spécifiques là-dessus. Mais 10 000, c'est le nombre à peu près estimé d'entreprises deep tech qui existent en France aujourd'hui. Et donc, là, je voudrais finir un peu la présentation en vous parlant du paradoxe de la légitimité, qui est un paradoxe auquel sont confrontées les entreprises innovantes, et d'autant plus les entreprises deep tech. Alors déjà, il faut savoir que les entreprises très innovantes, elles ont de surcroît par rapport aux entreprises traditionnelles, vraiment besoin de prouver, reprouver, surprouver, et donc de passer des seuils de légitimité. Elles ne peuvent pas se contenter de se dire je vais construire voilà, une forme de légitimité sur laquelle je pourrais m'appuyer et capitaliser pendant un temps long. Des entreprises traditionnelles peuvent davantage se baser là-dessus, parce que le marché est connu de la part des consommateurs, les concurrents sont en général connus d'elles-mêmes, et elles sont connues des concurrents, donc il y a moins de nouveautés. Autre point sur ce qu'on appelle vraiment ce paradoxe de la légitimité, c'est que les entreprises deep tech sont vraiment confrontées à un défi. Il faut qu'elles innovent, évidemment, donc il faut absolument qu'elles se différencient, c'est le cœur de ce qu'elles sont en train de créer, mais pas trop. Parce qu'il faut qu'elles restent crédibles et qu'elles restent familières dans la tête des consommateurs, malgré tout, qui vont adhérer à leurs produits nouveaux vers lesquels elle va les embarquer. Et la start-up doit forcément familiariser les consommateurs, démocratiser leurs produits ou leurs process pour les consommateurs. Ça prend du temps. Donc, en fait, il y a ce que l'on appelle une distinctivité optimale. Il faut qu'elles innovent, mais pas trop et pas trop vite. Les deux autres points du paradoxe de la légitimité, c'est d'une part que les startups vont avoir affaire à diverses audiences. Alors, vous allez me dire, comme toutes les entreprises, oui. Mais la différence, c'est que la deep tech va devoir être confrontée à
plein d'audiences différentes en un temps très court et des nouvelles audiences. Donc, tout est nouveau. Il va falloir qu'elle arrive à convaincre différentes audiences dans un temps relativement court. Donc, il va falloir qu'elle choisisse forcément les audiences auprès desquelles elle va vouloir aller en premier. Et enfin, le dernier point, c'est que c'est difficile, c'est aussi le cas que je vous ai évoqué avec Theranos, c'est que quand la technologie, c'est difficile de voir une technologie qui arrive avant le marché. Parce qu'il peut se passer que la Deep Tech travaille en R&D pendant des années, investisse financièrement énormément d'argent pour développer sa techno, que la techno en expérimentation commence à marcher, mais que le marché ne soit pas prêt. Et donc, c'est très difficile de lancer une technologie quand le marché n'est pas prêt. C'est du coup soit que c'est pas le bon moment. Voilà, donc il y a vraiment un paradoxe de la légitimité encore plus fort pour les entreprises Deep Tech. Et donc, un des travaux que l'on a effectué avec un de mes doctorants, donc Ramzi Benamara, c'est de travailler sur les stratégies de légitimité. Que peuvent faire ou que font les Deep Tech très concrètement pour arriver à vivre dans ce monde de la légitimité. Donc, la théorie, avec le travail de Zimmerman et Zetz que vous avez en référence en haut à droite, nous indique 4 stratégies de légitimité spécifiques. C'est un modèle théorique, encore. Donc, il y a 4 modèles. Soit l'entreprise, innovante, va se conformer. Donc, elle va innover, mais elle va quand même tout faire pour se conformer à ce qui existe déjà sur le marché et aux consommateurs. Soit elle va sélectionner les audiences auprès desquelles elle va plus vouloir plaire, et donc elle va faire un peu, elle va sélectionner vraiment les audiences. Soit elle va essayer de manipuler l'environnement pour contraindre finalement un peu des audiences par rapport à la technologie et imposer en fait en manipulant son produit. Soit elle va être dans une totale dernière stratégie qui existe, c'est la création, c'est-à-dire qu'elle est alignée sur ses valeurs et elle va se donner le temps à ce que les audiences adhèrent à ce qu'elle a à proposer. Donc, on a fait une étude auprès de 112 startups Deep Tech. Et les résultats montrent, donc on a trouvé avec une analyse typo en two-step cluster, on a trouvé 2 clusters à peu près de taille relativement équivalente, avec des entreprises dites caméléons, des entreprises dites identitaires. Et en fait, des 4 stratégies de légitimité qui existent pour les entreprises innovantes, les entreprises Deep Tech n'utilisent que 2 des 4 stratégies que l'on a vues très clairement. Donc, les caméléons, ce sont des entreprises qui sont très pragmatiques, donc c'est-à-dire qu'elles vont vraiment sélectionner les audiences qui les intéressent le plus, beaucoup par intérêt. Et elles vont aussi se conformer en partie vraiment à ces audiences-là pour leur plaire à tout prix. C'est souvent les investisseurs ou c'est souvent des scientifiques qu'ils doivent aller chercher en dehors de leur cercle de R&D. À l'opposé, on a les identitaires qui, elles, sont très orientées RSE, très orientées sur le fait qu'elles pensent vraiment créer un nouvel univers et créer un nouveau monde. Elles ont une vision du monde et elles, ce qu'elles veulent, c'est vraiment défendre leurs intérêts et elles créent des boîtes Deep Tech très clairement pour impacter le monde. Donc, pour conclure, je vous ai résumé un peu avec cette dernière diapositive-là ce que l'on pourrait retenir de la légitimité. Donc, la légitimité, elle est, me semble-t-il, mieux comprise quand on a une approche relationnelle selon Eric Schoon, donc avec ce modèle dyadique. Ça nous aide à mieux mesurer, ça a des meilleurs effets justement pour connaître les impacts de la légitimité. On a vu que la légitimité, c'est finalement une sorte de monnaie symbolique et invisible qui permet d'accéder à des ressources.
c'est construite par l'interaction entre les individus qui se forgent finalement une perception collective de l'entité qui est à évaluer. Et enfin, c'est un process qui évolue dans le temps et qui oscille entre des phases de légitimité et d'illégitimité selon les audiences. Je vous remercie beaucoup. J'ai essayé de condenser au maximum. Super, merci beaucoup Bénédicte pour la présentation, c'était hyper clair. Bon, je propose qu'on ouvre une discussion, il ne nous reste pas longtemps, mais... Oui, hyper intéressant, merci beaucoup Bénédicte. Alors, j'aurais 1 milliard de questions, mais qui pourront être posées après. Tu pourras les poser après, ouais. Ouais. Alors, moi j'arrive avec des questions qui sont plutôt issues de pratiques terrain, parce que j'ai dû remettre à jour mon track record hier, mais j'en suis à 352 projets deep tech accompagnés sur des programmes plurimensuels. Et en fait, en t'écoutant parler, j'ai eu tout le long un parallèle que j'avais envie de faire et je voulais le tester auprès de toi. Donc nous, on accompagne des chercheurs à basculer dans l'entrepreneuriat deep tech, et puis on accompagne la maturation de leur projet deep tech, mais vraiment sur les enjeux humains. Du coup, en fait, cette question de légitimité que se perçoit le chercheur dans sa capacité à basculer, c'est central dans notre accompagnement. C'est vraiment quelque chose qu'on travaille énormément avec eux. Et sur comment lui se perçoit dans sa propre légitimité, il y a vraiment toute une partie qui est est-ce que je ressemble ou pas à la norme, à l'image d'Épinal que j'ai de à quoi doit ressembler un entrepreneur et à quoi il ne doit pas ressembler. Et il y a un autre aspect aussi, c'est l'impact de l'écosystème dans lequel il évolue, et notamment quelque chose qu'on a très largement documenté, mais et va également sur certains des programmes, c'est que il y a un côté très isomorphique dans l'approche de beaucoup d'accompagnateurs, et notamment des OTT, avec une très forte pression qui est exercée pour que le chercheur soit CTO et qu'on lui trouve un CEO business, par manque de légitimité perçue par l'OTT et par cadre de pensée ou pression sur l'impression qu'on va prendre moins de risques si on va sur quelque chose qui est de la norme perçue. Or, dans la deep tech, en tout cas sur les entreprises les plus successful, il y a énormément de CEO qui sont PhD en fait. Ouais. Mais et voilà, et donc j'avais envie de faire ce parallèle aussi. Je ne sais pas si c'est des choses qui, au niveau de la chaire, ont été étudiées, cette échelle de l'individu, du porteur. Alors, cette réflexion est hyper intéressante, on la continue encore. Alors, on traite un peu de la question de la posture de l'imposteur, du syndrome de l'imposteur, que l'on a beaucoup chez les étudiants entrepreneurs, chez les femmes, puisque ce sont des publics que l'on étudie, vraiment des publics que l'on étudie différemment, et du chercheur aussi. Mais c'est les trois, hein, non. Pardon, ouais, il y a plein de points communs entre les trois. Ouais. Donc, alors il y a deux choses très intéressantes de ce que tu as dit. Effectivement, la gouvernance des entreprises deep tech par un chercheur ou par une équipe avec un chercheur, un entrepreneur ou un entrepreneur qui va chercher un chercheur, je pourrais vous passer un papier que l'on a écrit avec Rani Dang et avec Amandine Moss. Alors en fait, on a étudié la relation, le transfert de légitimité entre les grands groupes et les deep tech. Quand un grand groupe voulait travailler avec une deep tech, comment se passait la relation et comment se passait le transfert de légitimité entre les deux. Bon, j'ai dû faire un choix dans ce que je vous ai présenté et là, je ne vous ai pas présenté ce projet-là. Mais du coup, dedans, on parle des différents profils à la tête des entreprises deep tech, dont ce que tu es en train d'évoquer. Par contre, on ne l'a pas étudié précisément individuellement et ça pourrait être vraiment très intéressant de voir les différents... comment le chercheur, effectivement, quand il crée sa boîte deep tech, il se perçoit dans le monde. Ça, ce serait très intéressant de pouvoir poursuivre là-dessus.
Ouais, mais carrément. Franchement, ça, ce sont des sujets qu'il faut qu'on aborde sur le côté plus individuel parce que, comme je l'expliquais dans la deuxième grande famille de travaux sur la perception, ça a été très étudié d'un point de vue, ce qu'on appelle d'un point de vue macro ou méso au niveau collectif, mais pas au niveau individuel. Et là, il faut vraiment qu'on aille plus sur des travaux micro, très clairement. Et le deuxième point que tu évoquais, c'était sur la question de l'isomorphisme et sur les normes perçues. Et du coup, il faut qu'on ressemble aux normes perçues pour être plus légitime, puisque forcément, c'est se conformer à ce qui est attendu de nous dans une norme sociale qui a été créée. Moi, ça me fait un peu penser à quand on assiste à des pitchs de start-upers. Aujourd'hui, il y a eu quand même un gros effort à ce que tous les pitchs et les decks se ressemblent. Donc, il y a une sorte de professionnalisation du pitch et du deck. OK, ils nous font bien le déroulé, c'est assez carré en général. Bon, ça dépend après où on va et tout. Et en fait, moi, la légitimité, je l'associerais pas mal à l'effet waouh. Quand il y a un pitch qui arrive et OK, le fond, c'est toujours le même, on a bien nos codes et on a bien la norme qui est respectée avec le pitch et le deck qui suit bien le déroulé, les aspects financiers, tout ça, mais que finalement, on a cette petite recette supplément dans la recette, ce petit ingrédient secret en plus qui nous donne cet effet waouh. Ben, ça, je me dis que c'est un petit truc en plus et ça jouerait aussi, ça aurait de l'intérêt à l'étudier au niveau de la légitimité et c'est du coup s'éloigner un tout petit peu de l'isomorphisme là pour le coup. Essayer de l'étudier un peu dans l'autre sens de ce que tu disais. Mais oui, c'est vrai que on essaie de ressembler. Parfait, merci. D'autres questions? Ouais, dans ce cas-là, merci à tous, à toutes pour votre participation. Encore merci à Bénédicte pour cette présentation, très, très intéressant. Donc, voilà. Donc, on vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt pour la prochaine session de Journal Club. Merci. Merci.